loi donne désormais la possibilité d'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants, c'est-à-dire toute personne qui, d'après sa généalogie, a un ascendant africain déporté dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. Le texte a été adopté par les députés à la faveur de leur séance plénière le mercredi 31 juillet dernier. Il est intitulé Loi numéro 2024-31 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Au-delà d'une reconnaissance officielle de l'histoire de la traite négrière, les afro-descendants revendiquent les liens avec la terre africaine, leur réappartenance à cette terre et la valorisation de leurs contributions. Ils ont, pour certains, des liens historiques et culturels forts avec le Bénin en tant que lieu d'origine de leurs ancêtres. La reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants issus d'ascendants déportés au titre de la traite négrière est donc motivée par ces considérations historiques et culturelles. Cette loi, quand nous allons la voter, elle permettra justement à cette frange de nos frères de se réapproprier leur mémoire, de maîtriser et d'assumer leur destin en tant que représentants, ne serait-ce que par la race, par la culture et par même un savoir-être et un acquis certain comme des Africains. Et quand on regarde à l'intérieur, Monsieur le Président, on constate que cette reconnaissance n'est pas donnée à toute personne et à tout vent, non. En regardant, au vu de l'article 12, 13, 14 et 15, on comprend que le gouvernement a porté des gants par rapport à cette reconnaissance à nos frères, nos sœurs afro-descendants. Je ne sais pas si ce que nous recherchons, nous l'avons. Parce que ce que nous recherchons, bon, j'ai compris que ce que nous recherchons, c'est de donner un papier aux gens pour qu'ils viennent à Vodou Days. C'est comme ça que ça s'appelle. En vérité, c'est ça. Quand vous faites le lien, vous réfléchissez, il n'y a que ça comme objectif. Or, ramener les gens vers leur terre natale d'origine pourrait avoir comme bénéfice de les attacher à la terre. Donc, nous devions trouver d'autres mécanismes par lesquels on les retient, par une incitation à l'investissement, par une incitation à la résidence, etc. Le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année est désormais consacré à la fête annuelle des religions traditionnelles, initialement célébrée chaque 10 janvier. Ainsi, on a décidé, l'Assemblée nationale qui a adopté la loi numéro 2024-32 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Le projet de loi a été initié par le gouvernement pour vendre la destination Bénin par la valorisation du vaudou. Des Vodou Days à Ouida au Festival des Masques à Porto Novo, l'engagement du gouvernement du Bénin sous le leadership éclairé du président Patrice Talon de révéler le patrimoine culturel du Bénin en investissant massivement dans le tourisme donne la promesse des fleurs. Le vaste programme de relance économique du Bénin entamé en 2016 met un point d'honneur à la promotion du patrimoine culturel. Cette dynamique intègre les investissements structurants en matière d'équipement, mais aussi un programme cohérent d'événements de portée culturelle et touristique. Le Festival des Masques qui s'ouvre ce jour à Porto Novo fait partie de cet agenda de festivités d'intérêt pour le positionnement de la destination Bénin. Durant 3 jours, les masques traditionnels sont valorisés en tant qu'élément clé du patrimoine immatériel du Bénin.
Le Festival des masques de Porto Novo, nouveau format du Festival international de Porto Novo, vise à renforcer l'attractivité touristique du Bénin et positionner le pays comme une destination culturelle de premier plan. L'esplanade de l'Assemblée nationale a accueilli, pour le compte du conseil prévu, une foule débordante. Sur ce site, tout est prévu pour donner au public une visibilité sur chaque seconde de prestation en projetant les images sur des écrans géants de relais. La ville de Porto Novo a baigné dans une effervescence et immersion totale du premier au dernier jour du Festival des masques. C'est pas à moi de lui répondre. Je crois que ses camarades gendarmes sauront lui répondre. Mais moi, j'ai écouté comme vous et j'ai noté parfois beaucoup de contre-vérités dans ce qui a été dit. Sur le détail, ils sauront lui répondre. Et il dit que son salaire a été divisé par 4. Non, il y a aucun qui puisse dire. J'attends de voir sa fiche de paye ou sa solde pour comparer. Si on enlève les primes de responsabilité éventuelles qu'il avait ou qu'il a pu avoir, et on regarde son salaire net au mois par terre, je suis convaincu que ça ne peut pas avoir été divisé par 4. À moins qu'il y ait une raison particulière. Et j'attends qu'il en apporte la preuve. Mais au-delà de ça, je crois que vous tous avez entendu certaines affirmations dont la gravité, me semble-t-il, n'est pas pour le bien de celui qui les porte, surtout pour les responsabilités qui ont été les siennes. Pour quelqu'un comme Moudéon, que nous avons connu, et dont on connaît, on va dire, un peu la réputation, en tout cas à l'époque, que sa position actuelle l'amène à dire des choses qui s'assimilent à de la subversion, qui s'assimilent même à de l'attentat au moral des troupes. C'est un crime. Et M. Moudéon, il le sait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est pas parce qu'il est retraité d'office que cette admiration aura cessé. Mais je considère que quand on a servi la République à un certain niveau de la pyramide, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses dont il faut avoir la décence de faire l'économie. Parce que ça ne fait pas du bien aux intéressés. Ça ne fait pas du bien à la République. On ne peut pas avoir été Philippe Moudéon et aujourd'hui être adepte de la subversion. Parce que dans ces propos, vous avez dû noter, vous comprenez de quoi je parle. À la limite, c'est pathétique et c'est malheureux pour lui-même. J'espère qu'avec le recul, il a eu le temps de se réécouter et de voir lui-même qu'il n'aurait certainement pas dû dire les choses qu'il a dites et que les Béninois ont entendues. Abdourahmane Tiani se livre sur ses accusations contre le Bénin et ses autorités. Le chef de la junte au pouvoir au Niger s'est exprimé samedi dernier sur la crise qui prévaut entre son pays et le Bénin. À l'occasion, celui qui dirige le Niger depuis le putsch du 26 juillet 2023 s'est expliqué pour la première fois sur ses griefs et accusations contre le Bénin et ses autorités. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie reproche notamment aux autorités béninoises l'application stricte des sanctions de la CEDEAO après le putsch contre Mohamed Bazoum. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo,
le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui chargeaient au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, poste frontalier. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. C'est à partir de Abuja au Nigeria qu'il avait pris cette décision. Parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. Tout à fait normal, en tant que président du Bénin, qu'il donne des ordres. Même si nous pensons qu'il y avait une autre façon de faire qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. Mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline, entre-temps, les travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin, qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravée par l'une ou l'autre des parties. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière, nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Alors que depuis des semaines, son pays est secoué par la grogne sociale, Bola Tinubu est sorti de son silence. Le président nigérian a appelé dimanche à la fin des manifestations qu'il qualifie de politiques et invite au dialogue. En tant que président de ce pays, je dois assurer l'ordre public conformément au serment constitutionnel de protéger la vie et les biens de chaque citoyen. Notre gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. Dans ces circonstances, j'enjoins par la présente les manifestants et les organisateurs à suspendre toute nouvelle manifestation et à créer un espace de dialogue. Un appel au dialogue aussitôt rejeté par les manifestants. Ces derniers reprochent à leur président la non prise en compte de leurs revendications.
Le discours du président ce matin est en deçà des attentes. Il a manqué une occasion en or de faire preuve d'empathie, de se connecter aux douleurs, à l'agonie des Nigérians. Il a manqué une occasion en or de faire preuve de leadership, car il me semble qu'il n'est pas sensible à la détresse des Nigérians. Je suis vraiment déçu de ce que le président a dit dans son discours, parce qu'il n'a même pas mentionné notre dialogue. Il n'a même pas mentionné nos demandes. Il nous a juste raconté des histoires qui ne nous concernent pas. Alors que de nouvelles manifestations sont annoncées ce lundi, la police a promis de sévir. Il n'y aura plus de manifestations ici ou ailleurs. Tout rassemblement de ce type est illégal et nous allons sévir le cas échéant avec toute la rigueur de la loi. Selon Amnesty International, la répression des manifestations a déjà fait au moins 13 morts, ce que conteste la police. Les membres du collectif des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire se sont réunis dimanche à Abidjan pour échanger sur leurs inquiétudes face à la décision des militaires au pouvoir au Mali de se retirer de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui doit prendre effet en janvier prochain. Le président du collectif, Amadou Kodjo, ne souhaite pas que le Mali quitte la CEDEAO, car selon lui, l'impact sur la vie quotidienne serait considérable. Si le Mali quitte la CEDEAO, nous qui vivons du transport de marchandises, du travail de sécurité, comment allons-nous obtenir une carte de séjour en Côte d'Ivoire? De quoi allons-nous vivre et qu'allons-nous envoyer à nos familles restées au pays? Quelques 3 millions de Maliens vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Ils s'inquiètent vivement de leur situation si la décision des militaires au pouvoir au Mali devenait réalité dans quelques mois. Les Maliens de la diaspora sont très importants dans l'économie malienne. Donc, si aujourd'hui ils se retirent, que deviendrait la diaspora? C'est la question que nous on se pose en tant que jeunes Maliens vivant à l'étranger. Des militaires ont pris le pouvoir au Mali lors d'un coup d'État en 2020. Depuis, les pays du bloc régional de la CEDEAO les exhortent à organiser une élection présidentielle. Les militaires ont adressé en janvier une lettre à la CEDEAO annonçant le retrait du pays du bloc régional. Des barrages flottants pour contenir l'eau et protéger les communautés riveraines menacées par les inondations. Nous sommes au Kenya. Cette technologie néerlandaise a déjà été expérimentée dans d'autres pays d'Afrique, comme le Nigeria. Frédéric Ndjuguna réside à seulement 50 mètres de la rivière Ngare-Narok, dans la localité de Rumuruti. Si je n'avais pas eu ces barrages, les pertes auraient été importantes. Je considérais la valeur de ma propriété, de moi-même, de mes enfants, et j'aurais subi une perte de 40 à 50 000 shillings. Si l'on considère les investissements que j'ai réalisés sur ce terrain, vous pouvez venir jeter un coup d'œil, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Ces ingénieux batards d'eau appelés slam dam permettent de stocker l'eau qui sera ensuite utilisée pendant la saison sèche pour irriguer les champs. Lorsqu'il est temps de vider les barrages, au lieu de jeter l'eau, ils la pompent pour arroser les cultures. Les cultures poussent, prospèrent et fournissent de la nourriture. Lorsqu'ils épuisent l'eau d'un barrage, nous la posons et nous passons au barrage suivant. Frida Nduru habite Berimeru. Cette dame a déjà fait face aux terribles inondations qui ont endeuillé le Kenya ces derniers temps. Puis elle s'est fait installer la digue flottante qui isole sa propriété de la montée du cru. J'ai reçu ce don de l'organisation néerlandaise de développement SNV après que les fortes pluies ont inondé ma maison et détruit mes biens. Depuis que j'ai reçu les digues, je suis en sécurité et ma maison n'est plus inondée. Les barrages sont fabriqués en caoutchouc résistant à la chaleur avec une capacité de 8000 litres d'eau chacun. Un slam dam est une barrière contre les inondations. Il est fabriqué en caoutchouc et sert à de nombreuses fins.
Au Kenya en particulier, nous l'avons utilisé pour la gestion des inondations et nous l'utilisons aussi maintenant pour la collecte de l'eau. Derrière ces slam dams se trouve la SNV, Fondation des volontaires néerlandais contre la faim en Afrique et en Asie. En Somalie, la police a annoncé samedi la mort de 32 personnes et 63 blessés lors d'un attentat perpétré la veille dans un hôtel de la capitale Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par la filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est, Al-Shabaab, par l'intermédiaire de sa radio. Je n'ai pas pu le dire, mais j'ai vu de nombreuses personnes tomber sur la plage dès que l'explosion inattendue s'est produite, suivie d'une fusillade. Certains se sont évanouis. Il est difficile de faire la distinction entre les vivants et les morts en raison des tirs nourris et continus. J'ai survécu et j'ai essayé d'aider d'autres personnes qui avaient survécu également, et nous avons réussi à nous enfuir tous les trois. Par le passé, la zone de Lido Beach a été prise pour cible par des militants alliés à Al-Shabaab. L'attaque la plus récente, l'année dernière, a fait 9 morts. « 14 sites disséminés dans toute l'Afrique du Sud ont été admis au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'endroits associés à la longue et sanglante lutte contre l'apartheid. Ce système de ségrégation raciale institutionnalisée a apparu dans ce pays après la Seconde Guerre mondiale. Ces sites avaient récemment été proposés dans la catégorie Droits de l'homme, Libération et Réconciliation, les sites de mémoire de Nelson Mandela. Lilliesleaf en fait partie, cette zone très populaire auprès des touristes qui souhaitent en savoir plus sur l'apartheid et la lutte qui y a mis fin. C'est une grande reconnaissance pour l'UNESCO, mais pour nous, c'est pour l'Afrique du Sud, c'est pour les droits de l'homme, c'est pour la justice sociale, c'est pour la reconnaissance de ce que la démocratie a défendu. C'était pour notre autodétermination nationale, pour que nous prenions les affaires de notre nation en main. Il est donc important que les Nations Unies, l'UNESCO en l'occurrence, reconnaissent ce qui s'est passé ici. For the UN, UNESCO in this case, to give us recognition of what happened here. Parmi les autres sites sud-africains inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut noter la colline constitutionnelle qui abrite la Cour suprême du pays, le quartier historique de Sharpeville et la place Walter Sisulu. Ceci raconte l'histoire de notre mouvement de résistance qui a conduit à la liberté de ce pays. Et c'est pour cela que j'aime venir à cet endroit, parce qu'il raconte cette histoire et les personnes impliquées dans l'histoire. L'apartheid a été éradiqué au début des années 90, en grande partie grâce au sacrifice de militants comme Nelson Mandela, devenu plus tard le premier président du pays. La plupart des gens qui viennent ici veulent savoir où Nelson Mandela se cachait, où avaient lieu les réunions secrètes, quel genre de vie il menait pendant qu'il était ici. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est félicité de l'inscription de ces sites et a demandé au public de contribuer à leur sauvegarde. Les partis d'opposition tunisiens dénoncent des restrictions arbitraires permettant d'assurer la réélection du président Kais Saied, alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin des dépôts de candidature à la présidentielle. 11 personnalités de l'opposition ont publié cette semaine un communiqué critiquant les autorités où ils déclarent que les violations ont touché la plupart des candidats au point qu'elles semblent indiquer une volonté de les exclure de l'élection. Les 11 personnes n'ont pas encore obtenu le document certifiant qu'elles n'ont pas de casier judiciaire. Il s'agit d'une nouvelle condition essentielle pour s'inscrire au scrutin. Face au retard dans l'octroi de ce document, la commission électorale a déclaré jeudi que le ministre de l'Intérieur allait contacter les concernés pour leur fournir la pièce manquante. L'instance a également rejeté les accusations de partialité.
Après l'élection présidentielle controversée de dimanche dernier, le gouvernement et l'opposition ont appelé samedi à des mobilisations dans la capitale vénézuélienne. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Caracas pour soutenir Edmundo González, le candidat qui, selon eux, a remporté le scrutin. Aucune manœuvre pseudo-juridique ne peut dissimuler la vérité. La vérité est dans nos dossiers, la vérité est dans nos cœurs, la vérité est dans chaque mot que nous continuons de prononcer comme un seul cri de liberté au courageux peuple du Venezuela. Le parti au pouvoir, de son côté, a fait marcher ses partisans pour célébrer la réélection de Nicolás Maduro pour un 3e mandat. Maduro qui a durci ces derniers jours les attaques contre l'opposition, en particulier contre María Corina Machado et Edmundo González. Aujourd'hui, il a peur de prêter serment. Il n'est pas allé à la marche de l'opposition. Ce monsieur a peur aujourd'hui. Ils allaient lui mettre l'écharpe aujourd'hui. Il allait prêter serment. Il a eu peur. Vous vous êtes dégonflé, González Urrutia. La diaspora vénézuélienne est également descendue dans la rue pour demander à Maduro de respecter le décompte non officiel des voix publiées par l'opposition et qui donnait la victoire au candidat Edmundo González.